Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans les tout prochains jours, le peuple béninois sera convié à prendre part à une nouvelle opération de recensement. Ainsi, on a décidé le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres en date du 18 novembre dernier. L'opération annoncée se veut un programme d'envergure portant sur la constitution d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble des ressortissants et résidents. Conséquemment, le Conseil a adopté le décret définissant les modalités du dit recensement à confier à une société toute identifiée, la société Safran Eyes. Quelle est la pertinence de cette opération au regard de celle antérieurement menée? L'expertise extérieure s'avère indispensable face aux mécanismes institutionnels en place et aux compétences locales, elles aussi avérées. C'est autour de ces interrogations que se fera notre émission débat 100% du jour. Mais avant, la revue des titres. Le point de l'actualité est-elle relayé par les quotidiens béninois à nous parvenus ce matin avec Kodovi Ametonou qui déjà s'installe. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Tonji. Et ce matin? Oui, nous avons la forme par la grâce de Dieu. Ah oui, vous l'aurez toujours. Des milliers d'emplois, dit-on, seraient en souffrance au niveau de la société de courtage, de transit et de consignation. La Socotrac de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon. J'ai ouï dire que ça fait la une de bon nombre de journaux. Oui, beaucoup de quotidiens sont effectivement revenus sur cette information du fait donc de la notification de suspension du terminal à Djefa par donc, le directeur général de la douane béninoise. Et donc la plupart des canards sont revenus sur cette information. Pour certains, c'est de l'acharnement. Pour d'autres, c'est des emplois menacés, comme vous l'avez dit. Et de toutes les façons, vous aurez donc le temps de faire votre lecture à la une des journaux. On a hâte de suivre tout ceci. Merci donc à vous, Joël Tonji. On démarre avec le quotidien Actu Express qui met effectivement en titre suspension des activités du terminal à conteneurs de commande Kadjaf. Encore un coup contre ASG. S'interroge le journal Dossier Morphodis, des preuves tangibles pour confondre Réhomen. Un débat contradictoire s'impose. Et puis Ernest Adjovia, cœur ouvert sur la nébuleuse de 18 kg de cocaïne. Ici, c'est le Bénin, s'exclame le journal. Le journal La Guérite, cette fois, après Ségub Gate, Talon doit réveiller le dossier PPEA2, la nouvelle tribune, dossier Morphodis. Le gouvernement s'explique sans convaincre, lire les extraits du contrat. Et puis, dossier sensible du port et l'aéroport. Le gouvernement clarifie les affaires Ségub, STTB et Morphodis. La presse du jour, port de Cotonou, encore un conteneur bourré de cocaïne. Dossier Ségub et Morphodis au Bénin, les clarifications du ministre des Transports. L'Audace Info, suspension du terminal à conteneurs de la Socotrac par le DG Douane. Un acharnement contre Adjavon qui va détruire des centaines d'emplois. Le confrère de la matinée, suspension du terminal à conteneurs de la Socotrac par le DG Douane, une nouvelle preuve de la persécution, orchestrée contre Sébastien Adjavon, qui doutera encore de la guerre Talon contre Adjavon, s'interroge le confrère de la matinée. Le matin cette fois. Suite logique de l'affaire du 18 kg de cocaïne dans un conteneur de Kadjaf Common, la douane ferme le port sec d'Adjavon. Affaire Ségub et Morphodis, les clarifications du ministre Hervé Réhomen. Quotidien le meilleur. Polémique autour de la signature prochaine du contrat entre le gouvernement et Morphodis, les clarifications du ministre Hervé Réhomen. Suspension du terminal à conteneurs de la société Socotrac. Le gouvernement de la rupture, toujours aux trousses de Sébastien Adjavon. C'est une interrogation sur la une donc, du journal quotidien Le Meilleur. Le pays émergent. Nouveau délit de droit au port dans l'affaire cocaïne pure. Le DG Douane retire son agrément à Socotrac et met des centaines de salariés au chômage. Quotidien Le Potentiel. Affaire Morphodis sur Golf TV hier. Réhomen aurait dû se taire.
Gouvernance publique, montée vertigineuse de la fronde sociale sous la rupture et puis sortie médiatique du procureur du tribunal de Cotonou. Au menu, 54 kg de cocaïne et affaire Ségub. Les 4 vérités, suspension du terminal à conteneur de la société Socotrac, une autre preuve de l'acharnement contre Sébastien Adjavon. L'événement précis, affaire Ségub et Morphodis, Hechome se prononce et éclaire l'opinion. Réaménagement suite à l'affaire cocaïne, le terminal à conteneur de Adjavon, suspendu, Sefoufa Gbohou, console Sébastien Adjavon, Akinde Sadek Pedjou émet des doutes sur la médiation des 2 alliés politiques. Matin libre, dossier Morphodis, les contradictions de Hechome. Réconciliation, talon Adjavon, loin sans faux, s'exclame le journal. Et puis, nouvelle saisie de cocaïne, 54 kg au port de Cotonou. Comment la méthode contraste avec l'affaire Adjavon. Quotidien, Nassiara, bonne gouvernance au Bénin. Les vérités d'Ernest Adjovi à Patrice Talon. Lire sa lettre ouverte. Nord-Sud, quotidien, dossier Morphodis. Les contre-vérités de Hechome. Et puis, affaire de drogue Common SA. Le terminal à conteneur d'Adjavon suspendu. Notre voie. Retrait du contrat de Sécuriport. Les allégations mensongères du ministre Hervé Hechome. Suspension du terminal à conteneur de Socotrac. La rupture déterminée a écrasé Sébastien Adjavon. Nouvelle économie, carte des évaluations pays, 3e trimestre. Vous avez donc la liste des États d'un part, le monde des puits, évaluation des pays au 3e trimestre 2016, risque d'impayés des entreprises assez élevés au Bénin, le Nigeria déjà très élevé, Joël Litonji. Merci à vous, Kodjovi Amitonou. On va se retrouver peut-être tout à l'heure, sait-on jamais. Mais tout de suite, avec votre permission, on va déjà à la transition, quitte à retrouver nos invités pour le débat proprement dit. Mais avant, un tour à la régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Safran Hayes pour la constitution d'un fichier national centralisé de personnalisation des titres d'identification officielle au Bénin. L'option émane du Conseil des ministres qui, en toute souveraineté, recommande la signature d'un contrat d'acquisition de matériel, logiciels, licences et services avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le ministre de l'Économie et des Finances. Recensement administratif à vocation d'identification de la population, une aubaine au pur gâchis par rapport à l'existant. 2 invités sur ce plateau pour apporter leur analyse sur ce sujet. Paulin Akpolan, il est attendu, mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Il va certainement nous rejoindre et ce ne sera pas l'acteur politique que nous allons recevoir, mais le président de l'organisation non gouvernementale Ensemble pour bâtir une organisation de veille citoyenne. Mais en attendant, nous allons poursuivre, comme je l'annonçais. En face de lui, ce sera le jeune talent, comme on le qualifie, qui s'est révélé au Béninois à travers ses alertes spontanées sur les processus électoraux depuis 2009. Je vais nommer Clotaire Oléidé. Déjà, sur ce plateau, comme vous le constatez, juriste, il est en outre expert électoral. Clotaire Oléidé, bonjour. Bonjour Monsieur Litonji, merci de m'inviter sur votre plateau. Non, le plaisir est partagé. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien c'est plutôt une joie pour nous de toujours tendre la pêche. C'est plutôt les invités qui nous font faux bon. Et à ce sujet, c'est toujours pour nous une joie de savoir qu'il y en a qui arrivent à se sacrifier. Donc merci pour la disponibilité. C'est moi. En attendant donc notre second hôte, nous nous retournons vers notre confrère qui a présenté pour vous il y a un instant la revue Kodjovi Amitonou. Une fois encore, bonjour. Oui, merci encore, Joël Litonji. On va essayer donc d'apporter notre
contribution donc, à cette émission, le temps que éventuellement Simon Akpouna nous rejoigne. Merci bien. Et oui, il ne fait plus de doute, dans peu de temps, les populations devront prendre le mal en patience pour un autre recensement à vocation d'identification de la population. L'idée, somme toute novatrice, continue de susciter donc débat et toutes sortes de réactions sur bien des lèvres. Un autre recensement, pourquoi faire? En somme, est-il opportun ce recensement? Et la question, je la pose à nouveau, mais cette fois-ci à Clotaire. Clotaire, quelle est la pertinence de cette nouvelle opération? Merci, M. Yetondi. Sur cette question du recensement administratif à vocation d'identification, je voudrais aborder la question sous deux aspects. Le premier aspect, c'est celui que vous évoquez, la question de la pertinence et de l'opportunité. Mais le second aspect, c'est l'aspect de la forme et de la procédure de sélection de l'opérateur technologique. Alors, sur le premier aspect, la pertinence, je crois que si je devais porter un jugement de valeur sur la décision qui a été prise par le gouvernement de faire ce recensement, je dirais que je partage cette décision. Pourquoi je le dis ainsi? Qu'il vous souvienne que de tout temps, je l'ai toujours dit, si nous voulons avoir des données fiables, même en matière électorale, des données fiables sur les citoyens, il faut que nous assainissions notre état civil. Il faut que nous ayons un fichier d'état civil fiable. S'il n'y a pas un fichier d'état civil fiable, tout ce que nous ferons et qui doit concerner les citoyens va toujours être biaisé. Donc, pour moi, il fallait partir d'un fichier d'état civil fiable pour aller à un fichier électoral fiable et non pas l'inverse. Alors, ce que nous avons fait dans le cadre de la LEPI, pour moi, c'était conjoncturel. Parce que nous n'avions pas un fichier d'état civil fiable, mais nous avions quand même besoin d'un instrument fiable, assez fiable pour réaliser des élections crédibles. Et pour cela, oui, le projet LEPI était une bonne chose. Mais le projet, dès le début, et vous l'avez dit tantôt, a suscité beaucoup de controverses. Je fais partie de ceux qui très tôt ont dit qu'il faut arrêter ce processus-là. Parce que ça a été biaisé dès le départ. Et dès que ça a été biaisé, tout ce qui a suivi s'en est forcément ressenti. On aurait mené à son terme une autre opération qui avait commencé à peu près dans la même période, en 2007. Je veux parler du RAVEC, qu'on n'aurait pas eu à faire ce qu'on est en train de lancer aujourd'hui. Parce que le RAVEC aurait dû nous conduire vers un fichier d'état civil fiable. Et finalement, le RAVEC a fait flop. Alors aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de reprendre. Je dirais que c'est un genre de reprise du RAVEC qui est en train d'être imaginé aujourd'hui par le gouvernement. Et par rapport à ça, j'estime que oui, il faut le faire. Parce qu'en le faisant, on va faciliter le reste des processus, des opérations d'identification qui doivent servir à d'autres fins. Alors, quand on présentait la LEPI comme un instrument de développement et tout ça, oui, c'est vrai, mais c'est d'abord un instrument électoral. Pour avoir un véritable instrument de développement, il faut aller au-delà de l'utilisation électorale. Et donc, il faut avoir quelque chose de plus global. On me dira, certes, qu'il y a d'autres choses. On fait des cas d'identité, d'accord, mais si ce fichier-là était si fiable, on n'aurait pas eu les soucis qu'on a eus pour réaliser la LEPI. On me dira, il y a l'INSAE, oui, mais l'INSAE ne va pas jusqu'au niveau de la collecte des données personnelles, nominatives et biométriques des citoyens. Donc, il fallait quand même une opération qui, de façon globale, prenne en compte les citoyens dans leur domicile, dans leurs fonctions et tout, pour nous permettre d'avoir un fichier d'état civil fiable. Et j'espère que c'est vers ça que nous sommes en train d'aller maintenant. Donc, sur la pertinence, je n'ai pas de souci. Par contre... On viendra au par contre, oui, quand vous avez suivi de tout temps ces différentes opérations que le Bénin a connues en termes de recensement. Clotaire a rappelé quelques-uns tout à l'heure. En matière d'innovation, la démarche actuelle, comment vous l'appréciez? Oui, je crois que si on ajoute l'aspect identification personnelle, parce que ça veut dire que le citoyen ne va pas seulement dire j'ai tel âge et puis je réside ici seulement, il doit pouvoir être enregistré. Parce que vous parlez de fichiers techniques
à partir de cet instant, lorsque nous pouvons disposer de ces informations sur l'état de la nation, l'état de la population en général et de la nation en particulier, je crois que c'est à saluer, mais quitte à voir véritablement la faisabilité, parce que c'est ça le véritable problème. Ravec, Clotaire l'a énuméré, on a vu comment Cyril Gougbedi a tempêté ici, mais finalement ça a donné quoi? On est passé à la LEPI et selon les informations pour la mise en œuvre de ce projet, eh bien, on ne serait plus en train de parler d'autres fichiers parce que la LEPI était partie quand même pour identifier également les citoyens, même si à un moment donné, on a limité la frange de la population à un certain âge. Mais aujourd'hui, si on doit partir donc d'un recensement global, ça doit prendre en compte et même le nouveau-né jusqu'à l'adulte, et donc aux vieillards si possible qui sont en vie à partir de cet instant. Moi, je crois que la pertinence, oui, elle est fondée et nous pouvons quand même dire qu'on veut attendre le gouvernement sur la faisabilité. On attend le gouvernement sur la faisabilité, mais au-delà de l'idée, le gouvernement a précisé qu'il y a déjà une société tout identifiée qui pourra mener à terme l'opération décision prise, signature de contrat, pour que dans les tout prochains jours, on puisse passer à la phase opérationnelle. Clotaire Oligné dans la démarche. Merci bien. Avant de chuter sur ça, parce que ça se tient de toute façon, tout à fait. Je voudrais repréciser, et M. Ametonou vient de le dire, qu'effectivement, le fichier électoral ne prend en compte qu'une catégorie de citoyens, une catégorie de citoyens béninois. C'est limité à un âge et il y a des conditions précises pour figurer dans ce fichier-là. Maintenant, les autres qui ne sont pas éligibles à ce fichier-là, il faut bien qu'on ait leur donné quelque part. Et donc, ce processus devrait permettre de régler ça. Il y a également, n'oubliez pas, que dans la loi 2012-43, la loi portant actualisation, correction et mise à jour de la LEPI, il est dit clairement que les enregistrements sur témoignage ne seront plus admis à fin décembre 2017. Or, dans ce fichier-là, qui existe aujourd'hui au niveau du COS-LEPI ou de l'ANT, il se fait que, au terme de l'audit réalisé par l'OIF, ils ont relevé que 2 200 000 personnes environ sont enregistrées dans cette base-là sans pièce d'identité. Alors ça veut dire qu'à ces personnes-là, il faut donner une pièce d'identité. Pour ne pas dire qu'il faut donner une identité. Parce que rien ne nous dit aujourd'hui si ces personnes-là sont béninoises ou pas. Effectivement, si elles sont mineures ou majeures, voilà. Donc autant de questions qu'il va falloir régler. Et dans ce recensement qui va être fait, selon ma compréhension, ce ne sera pas que les Béninois. Il y aura également les étrangers, mais chacun sera classé dans la case qui lui convient. Donc, c'est pour répéter qu'au niveau de la pertinence, il n'y a pas, à mon avis, de souci. Mais seulement, le gouvernement pêche par là où il a toujours pêché depuis qu'il a installé la communication. Je crois qu'il faut que le gouvernement finisse par corriger cet aspect. Parce que depuis le début, on a toujours dit ce qu'on nous a appelé normaux communication, en réalité, ce n'est pas convenable pour un état de droit. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont au gouvernement et dans les arcanes du pouvoir, avec qui hier nous avions dit, et c'est réel, que les principaux caractéristiques d'une bonne gouvernance, c'est la transparence, entre autres, c'est entre autres la participation. Et tout ça, ça passe forcément par la communication. Parce que si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas amener les citoyens à adhérer à ce que vous faites et vous ne pouvez pas permettre à ceux qui ne sont pas dans le système d'apprécier ce qui se passe. Tout ça, il y va de la transparence. On sait qu'il manque des données sur ce qui a été communiqué. Il manque beaucoup d'informations aujourd'hui sur ce qui est en train d'être lancé. Premièrement, sur la méthode. Comment est-ce que ça va se passer au niveau méthodologique? Parce que s'il faut prendre les mêmes, pour recommencer les mêmes choses, ça ne sert strictement à rien. Appelez-vous les mêmes. Ce que j'appelle les mêmes, je ne parle pas du fichier, mais je parle des personnes et des structures qui vont travailler. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu comment le processus de la LEPI a été conduit. Ce processus-là a été conduit par des acteurs et ce processus-là a été biaisé dès le départ, je l'ai dit tantôt. Et c'est à cause de ces biais aujourd'hui que ce fichier-là n'est pas fiable. De mon point de vue, ce fichier-là n'est pas vraiment fiable. Il nous a permis de régler des problèmes ponctuels parce qu'on était face à des échéances qu'il fallait tenir. Et donc, il fallait, même si ce n'était pas l'idéal, aller avec quelque chose. Donc, ce fichier-là, à un moment ou à un autre, il faut forcément le remettre en cause. C'est vrai, on est à l'aide de la rupture, mais est-ce qu'il faut faire de nouveaux hommes?
Non, c'est pas cela, c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi j'ai parlé de la méthodologie. Quelle est la méthode qu'on veut utiliser maintenant pour réaliser ce qu'il y a à faire? Est-ce que, comme vous l'avez dit tantôt, il faut qu'on demande aux Béninois de se déplacer pour aller à des endroits où on va les enregistrer? Est-ce qu'on va aller les enregistrer ou les recenser chez eux? Si oui, suivant quelle méthode? Il faut qu'on nous éclaire sur la méthodologie. Il faut qu'on nous éclaire sur la technologie à utiliser. Et ça me ramène à la question de l'opérateur technologique sélectionné. À ce niveau-là aussi, il y a un problème de transparence. À aucun moment, le gouvernement ne nous a dit comment est-ce que cet opérateur-là a été sélectionné. Quel est le montant du contrat qui va être passé? Parce que vous savez tous que dans le cadre des marchés publics, au-delà d'un certain seuil de marché, il faut aller à un appel d'offres. Et si même il faut faire un gré à gré, s'il faut faire qu'il faut entrer dans le cadre des partenariats publics-privés, il faut au moins une consultation restreinte entre un certain nombre de personnes qui travaillent dans le secteur. Et dans ce secteur-là, on ne me dira pas que ce n'est que Safran. Non. Je voudrais dire, pour moi qui ai côtoyé ce milieu de la biométrie-là de par ma profession depuis quelques années, ce n'est pas un phénomène très lointain en Afrique, la biométrie. La biométrie est quand même assez récente en Afrique. Et les opérateurs technologiques, il faut à ce niveau-là faire une petite distinction. L'opérateur technologique n'est pas forcément la main agissante. L'opérateur technologique met, comme on le dit, la technologie à disposition, met les logiciels, le matériel et tout, et il accompagne les locaux normalement à faire le travail. Alors, les opérateurs technologiques qui ont accompagné ces questions de biométrie-là en Afrique ces dernières années, ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai. Ils sont autour d'une quinzaine. Mais sur la quinzaine, il y a environ 4 ou 5 qui se sont signalés quand même de façon très visible dans un certain nombre de pays. Je veux citer pêle-mêle, ce n'est pas pour le faire de la publicité, je veux citer pêle-mêle l'opérateur sud-africain Wemac Infotech, qui aujourd'hui est dans un groupe plus grand qui s'appelle Bigradap, qui est intervenu dans la biométrie, par exemple dans des pays comme l'Afrique du Sud même, la Zambie, la Guinée-Conakry, ainsi de suite. Vous avez l'opérateur Zetes, qui est belge, qui est intervenu par exemple au Togo, en Sierra Leone, ainsi de suite. Vous avez un Néerlandais, je crois qu'il s'appelle Genki, qui est intervenu au Ghana. Et maintenant, vous avez les 2 opérateurs français, le franco-néerlandais, qui est intervenu au Bénin, Gemalto, qui est intervenu au Bénin, au Burkina Faso et dans d'autres pays. Et enfin, Sagem. Sagem qui, par des montages commerciaux et financiers, s'est démultiplié avec Morpho et Safran. Donc, quand on dit Morpho, on dit Safran et Sagem, tout ça, c'est le même consortium. Alors, quand vous allez faire des recherches sur Safran, ça, tout le monde peut y avoir accès, hein, vous allez sur Internet. Vous vous rendez compte que des principaux, des 4 ou 5 que j'ai cités là, l'opérateur qui crée le plus de polémiques et de controverses, c'est bien Safran. C'est bien Safran. Je vous donne quelques exemples. Je vous ai dit, Safran est intervenu en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée-Conakry, au Nigeria, pour ne citer que cela, au Mali aussi. Alors, dans ces pays-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est des choses, je peux vous donner des références, hein, vous pouvez aller consulter, vous allez voir, ce n'est pas caché. Et je lis ici, quand Safran est intervenu en Guinée-Conakry, le fichier qui a été sorti s'est révélé impropre. Et la Guinée a dû faire ensuite appel à la société sud-africaine Wemac pour reprendre le travail. Lorsqu'ils sont intervenus au Ghana, ça a été pareil. Il y a eu des histoires de corruption, de soupçons de corruption. Et finalement, le Ghana a fait appel à un autre opérateur technologie qui est l'opérateur belge, non, l'opérateur des Pays-Bas, qui s'appelle Genki. Alors, quand je quitte ces deux-là, je vais maintenant au Nigeria. Vous allez sur le site de BFM TV. Sur le site, vous allez lire un article qui est intitulé « Safran condamné pour corruption au Nigeria ». Et je vous lis les deux premiers paragraphes de l'article. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le groupe d'électronique à 500 000 € d'amende pour une affaire de corruption au Nigeria.
entre 2000 et 2003, Safran, alors Sagem, a versé plus de 380 000 € de pots de vin à des responsables nigérians afin d'obtenir un contrat d'un montant de 170 millions d'euros. Celui-ci portait sur la fabrication de son 10 millions de cartes d'identité. Voilà ce qui s'est passé avec Safran au Nigeria. Je quitte le Nigeria. Je vais maintenant en Côte d'Ivoire. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez sur notre site connexioivoirienne.net. Vous allez lire ceci. Côte d'Ivoire rebelote. C'est le titre de l'article. La liste électorale à la SAGEM pour 25 milliards de francs CFA. Et qu'est-ce que vous lisez à l'intérieur? On prend les mêmes et on recommence. Je lis l'article, je cite là. Le duo Sagem-Kanyasi vient de gagner un appel d'offres taillé sur mesure pour lui en vue de la mise à jour de la liste électorale dans la perspective de la série des élections qui commence en octobre 2015 en Côte d'Ivoire. Plus loin, vous lisez, s'il y a une société que les Ivoiriens connaissent bien et qui porte une bonne part de la responsabilité dans les calamiteuses élections de 2010 et les violences qui s'en sont suivies, c'est bien la française Sagem associée à Sidi Kanyasi. Je finis sur ces deux paragraphes. On peut également s'étonner qu'il n'y ait eu aucun transfert de technologie entre Sagem Kanyasi et la commission électorale, comme l'on était pourtant en droit de s'attendre après un marché public d'un tel coup, puisque celle-ci n'a pas été capable de faire inscrire même un seul électeur nouveau sur la liste électorale depuis 2010. Cela a entraîné l'exclusion injuste de millions de nouveaux majeurs des scrutins législatifs, municipaux et régionaux. Le gouvernement vient de confier, j'en ai fini, à la même compagnie le même chantier pour 2015. Faut-il en être rassuré? Non. Je vais finir sur le cas du Mali. C'est le dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Mali? L'autorité de régulation des marchés publics du Mali a demandé à ce que le marché de la confession des cartes NINA au Mali, c'était les cartes qui devaient être issues du recensement à vocation état civil au Mali, qui avait été confié à Safran pour un montant de 8 milliards et quelques. L'autorité de régulation a demandé que ce marché-là soit annulé parce que le marché a été gagné en violation du code des marchés du Mali. Donc, tous les endroits où Safran, Morpho ou Sagem, je vous ai dit, c'est le même consortium, est intervenu, ça a toujours été avec des polémiques, des controverses. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Oui, est-ce que le gouvernement avait connaissance de tout ça avant de retenir cette opération? C'est une grosse interrogation. Le gouvernement va certainement nous éclairer dans les prochains jours. Parce que finalement, on a appelé plus d'une fois autour de ce dossier Morpho 10. Le gouvernement a apporté des clarifications. Ça a finalement été fait. Bon, avec ce qu'on connaît, on y reviendra. Mais sur ce sujet-là, le gouvernement aurait été pris à un piège parce qu'on sait avec quelle verve le gouvernement l'a martelé son chef en tête. Il ne sera pas question de baigner dans une quelconque dossier de malversation. La transparence reste le leitmotiv. Et sur ces dossiers, ce qu'on a suivi tout à l'heure, à croire que le gouvernement a été pris à un piège infernal. Un piège, bon, ça dépend, hein, c'est vous qui l'appréciez. Vous pensez que le gouvernement aurait eu toutes ces données et recouru en dépit de cela à Safran? Moi, je ne sais pas ce qui précipite. C'est vrai que tout est à l'urgence dans ce pays, mais l'identification des citoyens, je ne crois pas que ce soit aujourd'hui une priorité. Le peuple a faim. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Lorsque vous êtes dans un processus de suppression, de remise en cause perpétuelle, on ne peut que constater ce qu'on est en train de vivre là. Parce que là, les pays, aujourd'hui, on n'est pas à la veille des élections pour dire qu'il y a une urgence, pour qu'on corrige le fichier. Demain se prépare aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais qu'on prenne le temps pour le préparer. Et effectivement, on ne sait pas comment la sélection a été faite. Même si c'est une consultation restreinte, quand même, qu'on publie les sociétés qui ont concouru pour que, effectivement, on retienne Safran. Vous prenez par exemple ce dossier de fabrication ou d'impression des diplômes et des cartes badges aux élèves et étudiants et professeurs dans le système éducatif. Ce qui a fait grand bruit et finalement a été rapporté lorsqu'on attribue un marché à une société alors que dans le même secteur, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Mais quelle consultation a été faite à ce niveau-là? Vous constatez que les dossiers se ressemblent. On nous a dit dans ce pays que toute nomination à la tête des sociétés d'État fera objet d'appel à candidature. Quelle société d'État aujourd'hui en République du Bénin vous connaissez qui n'a pas encore son directeur général? Et quel appel à candidature vous avez lu? Dans quel journal ou quel canaux aujourd'hui d'information? Puisque on sait que le gouvernement communique beaucoup par WhatsApp au moins. Ne me dites pas que vous commencez à désespérer de la rupture. Moi, je ne désespère pas. Je continue pas à prêter
en tout cas franc aux propos de l'autorité. Je crois que du jour au lendemain, on va me démentir. Mais le constat, c'est ce que je viens de faire. Et de toutes les façons, moi, je ne pense pas que le gouvernement soit pris à ce piège. C'est l'habitude auquel désormais on doit pouvoir donc faire face. On vous surprend. Et du jour au lendemain, on sort et on clarifie. Une surprise, vous la voyez sous cet angle-là? Justement. Est-ce qu'on peut vouloir surprendre un peuple qu'on voudrait bien remettre sur les orbites? Oui, la question, en fait, c'est que, comme on le dit trivialement, la mauvaise foi ne se présume pas. Alors, je ne peux pas présumer de la mauvaise foi du gouvernement. Et c'est pourquoi je dis le gouvernement gagnerait à communiquer mieux sur les actes qu'il pose. Parce que lorsque vous ne communiquez pas vous-même sur ce que vous faites, vous laissez libre cours aux autres de faire des supputations. Et lorsque vous regardez aujourd'hui, je suis sûr que si je vous posais la question aujourd'hui de dire quel est le principal canal de communication aujourd'hui au Bénin, vous allez me répondre des réseaux sociaux. Vous n'allez pas dire on est à l'ère de la communication. Ce n'est pas mauvais. Les nouvelles technologies de la communication, on ne peut pas ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. Je n'ai absolument rien contre la communication sur les réseaux sociaux. Okay. Mais j'ai dit le canal principal. Quand vous savez que les réseaux sociaux sont aujourd'hui accessibles à tout le monde, quand je dis à tout le monde, je dis bien tout le monde. C'est-à-dire tout le monde et n'importe qui peut dire n'importe quoi et tout ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Et tout le monde peut avoir accès à toute forme d'information sur les réseaux sociaux. Lorsque c'est comme ça, un gouvernement ne prend pas le risque, ce n'est pas prudent pour un gouvernement, de laisser les réseaux sociaux devenir le principal canal d'information. Il faut une communication plus institutionnelle, une communication, je dirais, avec les médias traditionnels qui pourra ensuite être relayée par les réseaux sociaux. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on vit l'inverse et que la plupart des communicateurs autoproclamés ou supposés du gouvernement se trouvent sur les réseaux sociaux. Lorsque c'est comme ça, vous avez toutes les chances de permettre finalement aux gens de vous prêter des intentions que vous n'avez peut-être pas. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je suis curieux d'avoir la version du gouvernement. Parce que tout ce que je vous ai dit, c'est des constats. Je n'ai pas encore porté de jugement de valeur. Je n'ai fait que exposer des choses qui existent, auxquelles tout le monde peut avoir accès. Mais quand on a eu accès à ça, peut-être qu'au niveau du gouvernement, il y a d'autres informations ou d'autres spécificités que nous n'avons pas. Et que nous voudrions bien avoir pour nous permettre maintenant de porter un jugement de valeur. Mais quand rien ne vient, nous sommes obligés de nous contenter de ce que nous avons. Et ce que nous avons, comme je viens de le dire, voilà ce que nous savons sur cette structure qui s'appelle Safran. Quelle est la garantie que cette structure-là a pu donner au gouvernement aujourd'hui, que ce travail qui va lui être confié sera bien fait pour que le gouvernement soit déjà allé jusqu'à demander à ce que des ministres aillent signer un contrat avec cette structure-là? Je n'en sais rien, mais je voudrais bien savoir, en tant que Béninois, et je suppose que c'est comme ça pour la plupart, pour ne pas dire pour tous les Béninois, on veut bien savoir dans quoi le gouvernement qui agit en notre nom veut nous embarquer. On ne va pas sortir de ce que nous avons vécu pendant 10 ans pour rentrer encore dans la même chose ou dans pire. Parce que lorsque vous rentrez dans des contrats de ce genre-là, et qu'après, vous voulez vous prévaloir de votre propre turpitude pour reculer, ce n'est plus possible. Et là, vous engagez les pauvres sous des pauvres Béninois. Et ça, on ne va pas continuer comme ça. Donc, je ne sais pas si le gouvernement a ces informations-là ou pas. S'il les a, et que malgré ça, il a pris cette décision, ça veut dire que probablement, il a d'autres informations qui annulent celles que nous avons. Mais s'il ne les a pas, je crois qu'il gagnerait à aller les chercher. Et on devrait quand même prendre ces précautions-là à ce niveau de l'État avant d'engager les frais de la nation. Sinon, je trouve que c'est vraiment maladroit et imprudent de s'engager dans des contrats de ces envergures-là. Parce que, j'ai dit, on ne nous a pas dit le montant, mais dans ce genre de contrats, ce n'est pas une question de millions, de centaines de millions. C'est des contrats en termes de milliards. Alors, quand vous engagez des milliards d'un État dans ce que j'appelle en griffe des aventures, je crois que finalement, c'est tous les contribuables qui en payent le prix. Et nous devons éviter cela au maximum. Oui, moi, ça m'interpelle aussi dans la mesure où aujourd'hui, le chef de l'État prône beaucoup plus le développement, le décollage du Bénin. Il dit qu'il faut rêver parce que c'est possible. Et si nous devons rêver et continuer par rêver exactement comme Clotaire vient de le signifier, comme si
nous sommes encore à l'ère de la refondation, ça poserait beaucoup de problèmes. Et le déficit de communication aujourd'hui, parce que trop de communication tue la communication, dit-on. Les réseaux sociaux apportent assez d'informations, mais qui véritablement en réalité ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, surtout par rapport à ce dossier par exemple, vous verrez à la limite que c'est du tout fait déjà et que c'est du beau. Mais que le gouvernement sorte effectivement pour clarifier, pour nous dire surtout, moi je veux savoir la méthode. La méthode importe beaucoup, Claude l'a souligné, en filigrane. Mais aujourd'hui, il faut que les populations comprennent véritablement ce qui les attend dans cette histoire. Le RAVEC, on l'a fait, et il y a beaucoup qui étaient quand même laissés sur le carreau, et on pensait que la LEPI viendrait corriger le RAVEC. Ce qui n'a pas été le cas, parce qu'à un moment donné, on a cisaillé le système pour dire, bon, lorsque vous n'avez pas un certain âge, vous n'entrez pas dans le fichier parce que vous n'êtes pas utile en ce moment-là. Mais on parle de la correction de la LEPI, mais allez aussi savoir aujourd'hui ce qui se passe avec le bureau qui est actuellement en place et qui travaille pour l'actualisation du fichier électoral. Les gens n'ont pas encore les moyens pour fonctionner. Et bientôt, ils vont déposer également leur bilan pour dire, on a fini 1 an et voilà ce qu'on a pu produire. Et si nous nous engageons encore dans un nouveau recensement de la population sans une base suffisamment claire pour savoir véritablement qu'au moins une fois pour toutes, nous disposerons d'un fichier, fût-il électoral ou de population, véritablement à mesure d'être actualisé au fur et à mesure, mais ça pose problème. Et s'il faut gaspiller de l'argent, moi je pense que le gouvernement, dans cette façon d'agir, finira par donner raison à ceux qui pensent qu'on est venu au sommet de la République pour faire des affaires. Et là, ça pose problème. Parce que le festival, c'est de l'argent qu'on veut engager et c'est la contribution de chacun de ces citoyens béninois qui fera donc payer cette entreprise-là. Et donc, chacun participe donc à nourrir l'extérieur et ceux-là qui, autour de cet extérieur, auraient contribué. Parce que, si je m'en tiens donc aux observations de Clotaire tout à l'heure, de par les sites qu'il a consultés, eh bien, la société a été accusée de corruption dans au moins 2 pays. À partir de cet instant, alors comment le marché au Bénin a été gagné? Donc il faut que le gouvernement nous apporte des précisions pour qu'on ne lui prête pas des intentions. En attendant les clarifications du gouvernement, comment peut-on essayer déjà de sauver les meubles s'il s'avérait qu'il faut avancer? Non, ce qui est encore intéressant aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, c'est que le processus n'est pas encore lancé. Le contrat n'est pas encore signé. Et tant que le contrat les directives ont été données au Conseil des ministres. Oui, le Conseil des ministres a donné des instructions en vue de la signature du contrat. Mais tant que le contrat n'est pas signé, c'est que tout peut être refait, tout peut être repris. Pour moi, j'estime qu'à l'étape où on est actuellement, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Mais il faut déjà commencer par attirer l'attention pour qu'à la fin, on ne nous engage pas dans un piège sans fin. Parce que ce que nous avons appelé l'EPI, là, pour moi, j'ai toujours appelé ça un piège sans fin. Je suis de ceux qui croient fortement, et je l'ai dit tantôt, qu'il faudra à un moment ou à un autre prendre. Je me souviens, il y a quelques années, c'est pas très lointain, mon ami Gaston Zossou disait on nous a fait ingurgiter un poison, on n'en est pas mort. On nous a fait ingurgiter une boisson où il y avait du poison, on n'en est pas mort, c'est le schéma qu'il donnait. Et aujourd'hui, on nous remet la même boisson, on nous dit qu'on a déjà estirpé le poison, on nous dit de reboire et que lui ne boira pas. Et je lui avais dit à l'époque, c'est vrai, mais si ça ne nous a pas tué une première fois, ça ne nous tuera pas une seconde fois si nous menons le combat pour que le poison n'atteigne pas la dose létale. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le processus de la LEPI, tel que ça a été conduit, était biaisé. Et par rapport à ça, l'idéal aurait été de tout reprendre. Mais on était à la veille d'un certain nombre d'échéances qu'il fallait affronter. Et donc, on s'est battu pour qu'on ait quand même un minimum pour pouvoir affronter ces échéances-là. Du coup, si aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut reprendre. Parce qu'à l'époque, dès le départ, je l'ai dit, moi, je faisais partie de ceux qui ont demandé au gouvernement de remettre en cause ce processus-là. Mais ceux qui étaient au pouvoir à l'époque ne voulaient pas en entendre parler. Bon, tant que le poison était aux mains de celui-là, on ne pouvait pas le jeter. Maintenant qu'on lui a récupéré le récipient concernant la boisson empoisonnée, on peut décider de jeter le poison et de reprendre. Et donc, c'est par rapport à ça que je dis, j'estime que ce n'est pas une mauvaise chose, l'option qui vient d'être faite de faire un recensement à vocation d'identification. Surtout que c'est beaucoup plus large
et que nous sommes dans une période où on n'a pas d'élection avant 3 ans. Et c'est des périodes comme ça qui sont les plus appropriées pour conduire des opérations de ce genre-là. Il n'y a pas d'enjeu majeur, il n'y a pas de tension, on peut conduire de façon apaisée. Et par rapport à ça, encore une fois, pour moi, il est pertinent et opportun de le faire maintenant. C'est dans la manière, dans les procédures, dans la méthodologie qu'il faut qu'on soit le plus pointilleux et le plus regardant possible pour ne pas retomber dans les mêmes travers et ne pas finalement transformer la bonne intention en une mauvaise exécution. Maintenant, est-ce judicieux, comme d'aucuns, de dire qu'au lieu de s'engager dans cette aventure qui ne s'annonce pas très heureuse, d'aller plutôt à un toilettage de l'ensemble combiné des opérations de recensement obtenues jusqu'à présent? L'ensemble IFU, l'ensemble RAVEC, l'ensemble carte d'identité avec ses limites, l'ensemble DEPI. Oui, ben vous avez déjà la réponse à votre préoccupation. À la mesure où tous ces processus que vous avez énumérés présentent déjà des limites, il vaut mieux alors reprendre. Moi, je suis d'avis que effectivement ce travail-là soit fait, confié à quelqu'un de sérieux, parce que même lorsque vous prenez la carte d'identité, les mineurs n'ont pas accès à cela. Lorsque vous prenez la liste électorale permanente informatisée disposée à ce jour, tout le monde n'a pas accès. Et mieux, il y a eu des décès, et la plupart du temps, le réflexe d'aller déclarer les décès au niveau des tribunaux et même en tout cas les lieux appropriés, même les mairies et autres. Les populations n'ont pas encore ce réflexe-là. Donc, à partir de cet instant, moi, je crois que c'est un processus qui est véritablement à reprendre. Et à reprendre, il faut que cela soit avec la manière et la méthode pour que nous ayons une fois pour toutes un fichier sur lequel on peut compter pour faire n'importe quelle action, que ce soit au niveau de l'élection ou même participer à faire une certaine communauté de la population. Parce que vous savez, comme Clotaire l'a dit au départ, et selon ce que les autorités en son temps avaient miroité à la population, la LEPI était quand même un instrument de développement, parce que ça participe de la cartographie en même temps du pays. Et nous pouvons donc identifier les besoins de chaque communauté à partir donc de cette liste-là qu'on aurait disposée. Et mieux, d'autres opérations pouvaient se faire facilement. Et même les processus d'obtention des cartes d'identité qui constituent des parcours de combattants pour certaines populations aujourd'hui. Si vous arrivez donc à vous faire répertorier, vous figurer donc dans cette base de données, on doit pouvoir donc interroger cette base et savoir si vous êtes véritablement un citoyen béninois ou un étranger résident au pays et donc vous accorder les pièces y afférentes. Donc, à partir de cet instant, moi je pense que c'est plus que capital que nous ayons ce fichier-là une fois pour de bon. Mais il faut que véritablement autour le gouvernement communique pour qu'on sache ce qui va être fait et dans quel délai et par qui. Oui, Clotaire, on va très rapidement le temps tirer à sa fin. Je voudrais juste confirmer quelque chose que M. Ameton vient de dire, c'est que par rapport à la question que vous avez posée, tout l'existant aujourd'hui est plutôt parcellaire. C'est-à-dire, vous avez des fichiers, certainement, dans certains domaines, mais aucun de ces fichiers-là ne prend en compte la totalité des citoyens. Vous avez dans chaque compartiment le fichier qui prend en compte une catégorie de citoyens donnés. Mais aucun fichier d'état civil aujourd'hui n'existe qui prend en compte l'ensemble des citoyens. Donc, ce n'est qu'un fichier d'état civil complet avec tous ces compartiments-là qui pourra prendre en compte tout le monde. Et en partant de là, ça va être beaucoup plus aisé maintenant de générer les autres compartiments qui vont sortir de ce fichier général-là. Et donc, ce qui existe aujourd'hui pourra être utile pour faire des recoupements. C'est-à-dire que lorsqu'on aura réalisé le fichier d'état civil qui vient d'être prévu là, quand l'opérateur aura fait ce travail, il pourra facilement, avec le fichier de la LEPI, le fichier de la carte d'identité, le fichier du recensement agricole, ainsi de suite, faire des recoupements pour voir s'il y a il y a de conformité ou s'il y a des divergences ou est-ce qu'il faut faire des corrections. Exactement. Donc, de ce point de vue, ce qui existe n'est pas une mauvaise chose. Ça peut permettre de consolider ce qui va être fait. Mais ce qui existe ne prend pas en compte tout. Et il n'y a que ce qui va être fait là qui devrait pouvoir satisfaire à toutes ces exigences-là. Mais encore une fois, encore faudrait-il que cela se fasse dans les règles. Et pour conclure, Clotaire ? Et pour conclure, je voudrais prier respectueusement le gouvernement et son chef, de mieux communiquer sur ses actions et de s'assurer, avant de se lancer dans des contrats d'envergure, que son interlocuteur ou que le partenaire avec qui il veut se mettre présente effectivement toutes les garanties de fiabilité et surtout
d'éthique qui lui permettent de s'engager véritablement sur une longue durée. Sinon, à vouloir toujours recommencer les mêmes choses, on fera finalement du surplace. Oui, quand je viens mettre ton nom. Oui, moi je crois que rien n'est à l'urgence ici et le climat politique également s'y prête. Le gouvernement gagnerait donc à communiquer autour donc, de ce recensement qui est en vue et clarifier également les méthodes pour que les uns et les autres se sentent véritablement engagés et que le travail se fasse pour que véritablement nous disposions une fois pour de bon un fichier sur lequel on peut compter pour n'importe quelle opération. Quand je viens maintenant, merci. Merci aussi à vous, Claude Liné. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le numéro du jour, nous le clôturons sur cette pensée de Myrna Roy, je cite, « La vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir. Les épreuves, peu importe leur nature, doivent toujours édifier, aider à tenir bon et à savoir aller de l'avant. » Mesdames, Messieurs, excellente suite de journée. À vous, dans la bonne humeur. Je vous retrouve lundi. À très vite sur 100% Bénin.